tout d'abord, je remercie la Liberté de l'Esprit et Jean Miossec de leur invitation. Bon, la liberté de l'esprit, c'est le plus beau des programmes et j'espère ne pas être trop en deçà. Mais je me permets d'abord de dire un petit peu entre parenthèses que cette invitation m'a touché et un petit peu ému pour une raison personnelle. C'est parce que venir à Quimper a été le premier voyage que j'ai fait de ma vie. Bon, c'était il y a longtemps et je ne venais pas de très loin, puisque je venais de Brest, puisqu'on vient de dire que je suis brestois d'origine, et je suis venu passer 8 jours avec ma grand-mère qui s'était réfugiée à Quimper, ça devait être en 1944. Et sans doute le deuxième voyage que j'ai fait dans ma vie, parce qu'à l'époque on ne voyageait pas beaucoup, ça a été pour revenir à Quimper, passer l'oral du baccalauréat, parce que Brest était la sous-préfecture et Quimper était la préfecture, d'ailleurs c'est encore le cas je pense, mais qu'on passait l'oral du baccalauréat à la préfecture du département. Ce qui veut dire aussi qu'à l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de candidats au baccalauréat. Bon, ça devait être en 1950. Alors, je vais fermer cette parenthèse parce que je ne suis pas venu ici pour raconter ma vie, mais j'avais quand même envie de dire cela parce que, pour moi, venir à Quimper, ça n'est pas comme d'aller à Toulouse, où je suis allé l'année dernière, ou la semaine dernière, ou à Valence, où j'avais été peu avant, et je n'ai rien contre Toulouse ou contre Valence, mais les quais de l'Odé et la cathédrale de Quimper ont été pour moi, au fond, les premiers paysages exotiques que j'ai vus, et donc ça me fait plutôt plaisir d'être ici avec vous. Alors maintenant, je vais quand même parler de l'insécurité sociale, ou plutôt d'ailleurs de la remontée de l'insécurité sociale et de ses effets aujourd'hui dans notre société. Alors pourquoi avoir proposé ce thème, après d'ailleurs en avoir discuté avec Jean Miossec, parce qu'il me semble que c'est le moyen de donner à discuter ce que je crois être la grande transformation qui affecte notre société depuis une trentaine d'années et qui se caractérise d'abord par une certaine dégradation de l'organisation du travail et des protections sociales, les deux étant d'ailleurs liés. Mais nous sommes passés d'un ordre stable ou qui paraissait stable de l'emploi et des protections à une conjoncture beaucoup plus incertaine à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. Et je vais donc partir de cette donnée massive de la situation actuelle qui permet de prendre conscience de cette grande transformation que j'évoquais et que l'on pourrait qualifier de remontée de l'insécurité sociale, c'est-à-dire la multiplication de situations de précarité, d'incertitude, à partir desquelles un nombre croissant d'individus se trouvent incapables de maîtriser leur avenir et de se conduire avec un minimum d'indépendance sociale. Et situation dont on peut mesurer la gravité par contraste avec celle qui prévalait dans une société comme la nôtre, dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 70 environ, et qui paraissait au contraire caractérisée par la stabilité des conditions de travail, le quasi plein emploi et aussi une sécurité sociale étendue qui couvrait, comme on dit, la grande majorité de la population d'un pays comme la France contre les principaux risques sociaux. Alors, je vais d'abord présenter un peu ce déplacement qui s'est effectué depuis, disons, de l'ordre d'un quart de siècle. Et puis, alors, nous pourrions nous interroger sur les dynamiques
qui sont à l'œuvre derrière ces transformations. Et je ferai l'hypothèse que cette nouvelle donne correspond à un moment de sortie du capitalisme industriel, sous lequel s'étaient finalement élaborées des formes d'équilibre, de compromis entre, qui étaient parvenus, du moins dans une certaine mesure, à réguler le marché, à concilier les exigences de compétitivité, de rentabilité du côté des entreprises et certaines garanties du côté des travailleurs quant aux conditions de travail et aux protections du travail. De sorte que nous sommes aujourd'hui, je crois, confrontés à un défi dont cette remontée de l'insécurité sociale est le symptôme massif et un risque, au fond, de dérégulation de notre société qui aboutirait à cliver cette société entre les gagnants et les perdants des transformations en cours. Et alors, avant de terminer, nous pourrions peut-être aborder la question de ce qu'il serait possible de faire pour essayer de relever ce défi, qui correspond sans doute à l'entrée dans un nouveau régime du capitalisme plus agressif, recentré sur la recherche exclusive du produit pour le produit au niveau mondial. Et est-il possible, au fond, de sécuriser le travail et de construire ou de reconstruire des protections dans ces situations nouvelles, marquées par une mise en concurrence exacerbée de tous contre tous. Alors, je ne m'engagerai pas très avant dans cette voie parce que je n'ai pas de recette à proposer. Et d'ailleurs, s'il y avait des solutions faciles, ça se saurait. Mais je voudrais surtout poser cette question de la possibilité de concilier, au fond, solidarité et compétitivité, et aussi souligner les enjeux qu'il y a derrière cette question pour que nous en discutions. Car j'espère que nous sommes ici aussi ce soir pour discuter. Je propose une interprétation, je tire un fil, mais pour aider à nous repérer dans une situation très complexe, marquée par beaucoup d'incertitudes et menacée par beaucoup de dangers, mais ce n'est pas la vérité absolue que j'apporte évidemment, et donc j'espère que nous aurons la possibilité de discuter. Alors, je pars donc du constat que je vais argumenter un petit peu plus loin, d'une remontée de l'insécurité sociale. Alors, qu'est-ce que l'insécurité sociale? Je ne vais pas en donner une définition trop technique, mais je dirais que c'est le fait d'être, au fond, à la merci du moindre aléa de l'existence. Par exemple, une maladie, un accident, une interruption de travail qui peut rompre le cours de la vie ordinaire et vous faire basculer dans l'assistance et, à la limite, dans la déchéance sociale. Et en ce sens, on peut dire que l'insécurité sociale a été une donnée permanente de l'existence de la partie la plus nombreuse de la population que l'on appelait autrefois le peuple, le fait de vivre au jour la journée, comme on disait autrefois, de ne pas avoir de réserve pour maîtriser l'avenir et d'être ainsi à la merci du moindre événement fâcheux. Cette condition était par exemple celle du prolétariat du XIXe siècle en Europe occidentale, et d'ailleurs c'est encore
de par le monde aujourd'hui, celle d'une proportion importante de la population. Mais dans une société comme celle dans laquelle nous avons la chance de vivre, ou nous avions la chance de vivre, cette insécurité sociale avait été pour l'essentiel jugulée, et la lutte contre cette insécurité sociale avait surtout relevé d'une fonction de l'État, ce qu'on appelle l'État-providence ou l'État social, qui s'est mis d'ailleurs assez tardivement en place en Europe occidentale à partir de la fin du XIXe siècle et surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je crois qu'on pourrait montrer que la fonction essentielle de cet État social avait été d'agir comme un réducteur des risques sociaux. Assurance contre les accidents, contre la maladie, contre les interruptions de travail, assurance aussi contre ce risque dramatique qu'était pour le travailleur devenu vieux le fait de ne plus pouvoir travailler alors qu'il n'avait pas d'autres ressources que le produit de son travail. Et pour prendre ce seul exemple, le droit à la retraite a été un extraordinaire moyen de lutte contre l'insécurité sociale. Avant la retraite, la situation du vieux travailleur sans ressources était sans doute une des plus dramatiques qu'il soit. La peur d'aller croupir avant d'aller mourir à l'hospice pour indigents. Et avec la retraite, il est assuré d'un minimum de ressources qui ne font certes pas de lui un riche propriétaire, mais qui lui donnent l'assurance d'avoir ce minimum de moyens pour garder son indépendance sociale. Et cela n'est pas le fait d'une charité aléatoire, c'est un droit. Et la retraite, est un exemple qu'on pourrait généraliser. Dans les années 60-70, on a pu parler des sociétés occidentales, européennes, comme de sociétés assurantielles, c'est-à-dire de sociétés dans lesquelles la grande majorité de la population était couverte justement contre les principaux risques sociaux, donc des sociétés où la sécurité sociale, au sens fort du mot, avait pour l'essentiel remplacé l'insécurité sociale pour la plupart des citoyens. Et l'État garantissait ces assurances. C'est d'ailleurs pourquoi je parle du rôle fondamental de cet État social comme réducteur de risques plutôt que comme redistributeur de richesses, comme on le dit souvent. Parce que, en fait, l'État social n'a jamais été une sorte de providence comme ça qui dispenserait, qui redistribuerait largement les richesses. La sécurité sociale n'est pas l'égalité sociale, et ces sociétés assurantielles étaient restées très inégalitaires. Je ne dis pas que ce soit un bien, mais c'est un fait. Dans un pays comme la France, il a toujours subsisté de fortes inégalités sociales, et même pendant la période de croissance qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle quelquefois, d'ailleurs on peut en discuter, les 30 Glorieuses, au fond, ces inégalités étaient restées à peu près les mêmes. C'est par exemple l'image qu'on pourrait employer, si vous voulez, c'est celle d'un escalier mécanique, d'un escalator, où tout le monde s'élève, mais la distance entre les groupes qui sont placés sur des marches différentes
demeure à peu près la même, et ça a été le cas même pendant la période de croissance. Donc, peu de redistribution, mais par contre, rôle beaucoup de protection, je crois. Hein, c'est-à-dire, c'est la protection sociale consistant à assurer donc à l'ensemble des citoyens au moins un minimum de ressources et de droits pour ne pas être rejeté dans la déchéance sociale, comme l'exemple de la retraite que j'ai pris, je crois, l'illustre parfaitement. Bon, c'est pourquoi on pouvait parler jusqu'à une date récente de victoire remportée sur l'insécurité sociale, victoire qui n'était sans doute pas complète parce qu'il restait un certain nombre d'individus et de groupes sociaux qui n'étaient pas entrés dans ce système de protection, qui étaient restés sur les marges de cette société, ce qu'on appelle, un peu curieusement d'ailleurs, le quart-monde, hein, comme s'il subsistait dans nos sociétés développées des sortes d'îlots comme ça, un petit peu exotiques. Mais en général, on pensait dans les années 60, 70, qu'il s'agissait là d'une pauvreté résiduelle et qui allait se résorber avec la poursuite du progrès social. Mais, bon, comme vous le savez, ça n'est pas ce qui s'est produit. Et aujourd'hui, on peut, je crois, au contraire, donc parler de cette remontée de l'insécurité sociale parce que un nombre croissant de gens perdent cette sécurité qui leur donnait une assurance sur l'avenir. Alors, je n'ai pas le temps de faire une analyse détaillée de ces situations, qui sont d'ailleurs extrêmement diverses. Je souligne cependant qu'elles commencent à concerner à la fois des gens qui ne travaillent pas et des gens qui travaillent. Bon, des gens qui ne travaillent pas parce que il y a, comme vous le savez, le chômage de masse qui s'est développé depuis la fin des années 70 et les chômeurs, surtout quand ils deviennent de longue durée, perdent ces protections qui étaient rattachées à leur situation de travailleurs. Et il y a aussi les gens en quête plus ou moins improbable d'un emploi, comme ces jeunes qui galèrent, comme on dit, ce qui au fond est une sorte de version moderne du fait de vivre au jour la journée que j'évoquais tout à l'heure pour le passé, hein, ces jeunes qui vivent plus ou moins d'expédients, de petits boulots, d'un peu d'aide sociale, d'un peu d'aide familiale lorsqu'il y en a, et parfois aussi d'un petit peu de délinquance. Bon, voilà une peinture parmi d'autres de l'insécurité sociale contemporaine. Mais cette insécurité sociale commence aussi à toucher des gens qui travaillent. Il y a en France aujourd'hui un nombre apparemment croissant aussi de travailleurs pauvres, hein, des working poor, comme on avait commencé à les appeler, parce qu'on avait observé ça en Amérique, on pensait que c'était un phénomène américain et qu'on n'avait pas ça chez nous. Or, chez nous, aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent plus, par leur travail, à s'assurer les conditions minimales d'une vie décente. Un travail intermittent, travail partiel, d'ailleurs, qui touche plus souvent les femmes que les hommes. Voilà. Donc, et il faudrait ajouter que cette insécurité du travail a des incidences fortes sur les autres domaines de l'existence, parce que le travail dans notre société, c'est davantage
que le travail, hein, parce que c'est à lui qu'avaient été rattachées les principales protections. Et si on prend la question du logement, par exemple, il y a là aussi un problème grave. Il y a des millions de gens qui ne vivent pas dans un cadre de vie à peu près décent, qui représente pourtant dans une société comme la nôtre un minimum nécessaire pour assurer sa dignité et son indépendance. Et là, je regardais récemment le dernier rapport annuel de la Fondation de l'Abbé Pierre, là, qui comptabilise plus de 3 millions de mal logés en France, mais qui note aussi, et c'est intéressant, que cette crise du logement s'élargit à de nouvelles catégories de la population, en particulier à certaines catégories de salariés. Et il y a même eu, il y a 2 ou 3 mois, dans Le Monde, un article, enfin une sorte de reportage sur la situation de travailleurs qui se retrouvent SDF, sans domicile fixe. Alors, c'est un exemple extrême, mais qui illustre la transformation considérable qui s'est même produite dans notre société depuis les années 70. Alors que, à ce moment-là, la grande pauvreté et les conditions de vie qui y sont associées apparaissaient comme une survivance dans une société qui paraissait vouée à un progrès social continu. Dans les années 1980, on a commencé à parler de nouveaux pauvres pour désigner des individus qui avaient mené auparavant une existence ordinaire, mais qui décrochaient des systèmes de protection dans lesquels ils avaient vécu et qui étaient rattachés en général au fait à leur travail. Et aujourd'hui, ce phénomène paraît s'amplifier, puisqu'il y a même des travailleurs pauvres. Et je crois qu'on peut interpréter cela comme un des effets les plus dramatiques, donc, de cette remontée de l'insécurité sociale qui affecte de larges secteurs de notre société en raison de l'affaiblissement des systèmes de protection qui couvraient la majorité de la population. Je dis d'ailleurs affaiblissement ou effritement et non effondrement, parce que je pense qu'il faut se méfier des discours catastrophistes du type tout fout le camp. Nous sommes encore dans une société largement entourée et traversée de protection. La sécurité sociale, par exemple, ça existe encore, peut-être pas pour toujours, mais ça existe, et si on compare à ce qui se passe sur d'autres pays de la planète, bon, c'est encore quelque chose qui a une forte consistance. Mais donc, ces protections, je ne dis pas du tout qu'elles n'existent plus, mais elles sont rognées, menacées, et parce que, justement, il y a des dynamiques puissantes qui vont dans le sens, donc, de la remise en question de ce modèle de protection qui s'était mis en place surtout après la Seconde Guerre mondiale. Alors, maintenant, on pourrait essayer de s'interroger un petit peu sur les raisons de cette grande transformation que je viens de dessiner. Alors, bon, je ne veux pas employer de trop gros mots, mais je pense que derrière ces processus, il y a sans doute un changement de régime du capitalisme lui-même, qui correspond au moment de sortie du capitalisme industriel et à l'entrée dans un nouveau régime du capitalisme que on hésite à nommer, et que d'ailleurs, n'étant pas économiste, je serais bien en peine d'analyser
en lui-même, mais qui, du point de vue social ou sociologique, se caractérise, je crois, par une décollectivisation ou une réindividualisation des modes de production d'abord, mais aussi de larges secteurs de l'expérience sociale. Parce que il faudrait souligner le fait que le capitalisme industriel, non seulement s'était accommodé de l'existence de collectifs forts et de protection sociale conséquente, mais il avait même pris appui sur eux pour assurer son développement. Un collectif de travail. Ah, voilà, un petit problème technique. Bon, collectif de travail dans le cadre des grandes entreprises, organisation collective de la force de travail à travers des syndicats puissants, convention collective comme moyen d'élaborer ces compromis entre les intérêts divergents ou antagonistes du capital ou du travail, développement du droit social et du droit du travail qui marque l'imposition de règles collectives, avec d'ailleurs comme clé de voûte l'État social, l'État étant l'instance du collectif par excellence. Au fond, on pourrait dire c'est le collectif qui protège, ou du moins qui protégeait, en tout cas, ceux qui ne sont pas propriétaires et qui n'avaient d'autre moyen d'être protégés que de l'être à travers leur travail. Alors, bon, je ne fais pas une peinture idyllique du capitalisme industriel, car derrière ces réalisations, il y a eu des conflits, des luttes sociales violentes, et les équilibres qui ont été trouvés ont été parfois plus ou moins boiteux et souvent remis en cause. Mais on pourrait dire, je crois que, bon, il n'y a pas eu transformation révolutionnaire de la société. Et c'est une option qu'on pourrait qualifier de réformiste qui avait prévalu, qui avait... Alors, si vous voulez bien, nous allons reprendre. Alors, il y a déjà une question écrite, mais enfin, on va, si vous voulez bien, commencer par des questions orales, et puis après, on répondra à ces questions-là. Donc, ceux qui veulent intervenir, ah oui, c'est moi. Je voudrais savoir l'augmentation de la productivité dans les 30 glorieuses, la productivité industrielle. Est-ce que vous avez le chiffre? Approximativement, je cite de mémoire, je crois que le taux moyen de croissance annuelle a été régulièrement de 5-6%, hein, ce qui multiplié par 30 donne, il y a eu par exemple, pas seulement par exemple d'ailleurs, une augmentation considérable du pouvoir d'achat, un enrichissement global de la société, mais je crois qu'il faut ajouter, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça me paraît aussi important, quand même, qui n'a pas substantiellement réduit les inégalités, mais qui a été quand même associé au développement de politiques sociales fortes. Hein. Et je crois qu'il y a eu, là, c'est sans doute une période qui a été pas si glorieuse que ça. D'ailleurs, c'est une expression que je rends pas volontiers, les 30 glorieuses, parce qu'il s'est passé dans cette période-là des choses qui n'ont pas été glorieuses du tout, les guerres coloniales, des choses comme ça, beaucoup d'injustices, etc. aussi. Mais c'est vrai qu'il y a eu une sorte de relative synchronie entre un développement économique assez considérable, une modernisation de la société française qui a été relativement réussie dans ces 30 ans-là, et
en même temps le développement de protection sociale forte du droit du travail, etc. Ce qui indique qu'il n'y a certainement pas, contrairement à ce que l'on dit parfois, et même souvent, c'est un discours qui est plutôt dominant, hein, une sorte de contradiction, si vous voulez, entre un développement économique et un développement social. Et on pourrait même dire que ce qui a permis ce développement économique, ça a été, au moins dans une certaine mesure, justement, cet accompagnement social. Et alors, donc, il n'y a pas contradiction, il n'y a pas antagonisme. Mais pour être juste aussi, il faut ajouter que, à certains égards, les conditions étaient privilégiées à l'époque, en particulier en termes de croissance. Ceci dit, c'est pas le contraire. Hein, et je crois pas que, non seulement je crois pas, mais ce serait une grosse erreur de dire que nous serions, par exemple, dans une société de la rareté. Hein, certes, la croissance s'est ralentie, mais néanmoins, alors là, j'ai plus les chiffres dans la tête, je les avais eus, mais disons entre 1975 ou 1980, c'est-à-dire à partir du moment où on a commencé à parler de la crise, et qui s'avère d'ailleurs bien plus qu'une crise passagère, mais néanmoins, entre 1975 et 1980, dans notre société, et dans d'ailleurs les sociétés européennes, il y a eu un enrichissement global considérable. Hein, et donc, c'est pas l'inversion, je crois qu'elle s'est pas faite sur le plan, si vous voulez, de la richesse économique. Par contre, ce qui paraît plus important, et ce qui a fondamentalement changé, je crois, ce n'est pas la réduction de la croissance, bien que ce soit sans doute pas négligeable, mais c'est des nouveaux modes de produire et d'échanger, hein, qui renvoient justement, je crois, à un nouveau régime du capitalisme et qui de l'ordre justement de cette concurrence exacerbée, etc. Ça va aussi avec la mondialisation, ça va avec l'internationalisation des échanges, etc. Et c'est ça, je crois, le noyau de la transformation, davantage que une réduction des taux de croissance, qui par ailleurs n'est pas un élément négligeable non plus. Moi, je souhaiterais intervenir en ce qui concerne le retournement qu'on est en train de vivre au niveau supranational, principalement au niveau européen, parce que les évolutions que vous décrivez donc dans vos ouvrages, en particulier les métamorphoses de la question sociale, finalement, sont l'aboutissement du modèle français. L'État-providence, puis ce qui aurait peut-être dû le remplacer, mais qui n'a pas vraiment été quelque chose de cohérent jusqu'à présent. On est à la veille d'un retournement. Bon, vous savez, on le sait tous, puisque dans une semaine sera en jeu le traité constitutionnel. Bon, il ne s'agit pas d'être dans le débat pour le oui, pour le non, c'est pas le problème, mais simplement, on est de toute façon au pied du mur. Et le modèle social dont nous héritons a été construit à l'intérieur des frontières. Il faut le construire au niveau européen, quel que soit le résultat. Et j'aurais voulu savoir quel est votre état d'esprit, comment vous... est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour qu'un modèle social, pour qu'un mouvement social d'envergure puisse aboutir à des conquêtes sociales qui pourraient vraiment rassembler les peuples, encore que j'aime pas beaucoup ce mot, mais disons les catégories sociales les plus dominées en Europe et produire une nouvelle dynamique de progrès économique et de progrès social. Alors ça, je sais pas, parce que comme je disais tout à l'heure, je suis pas prophète. Bon, néanmoins, bon, c'est vrai que la question que vous posez
est importante parce qu'il faudrait beaucoup insister sur le fait que, bon, la situation que j'ai décrite, la société assurantielle, d'ailleurs, c'était, bon, je l'ai principalement construit à partir de la France, mais avec des variantes, je crois, qui peuvent être importantes, ça valait pour ce que j'avais aussi proposé d'appeler, bien que c'est pas moi qui ai inventé l'autre, la société salariale, dont il y a, alors, variantes françaises, allemandes, en Grande-Bretagne, scandinave, etc. Bon, on n'a pas le temps de faire du comparatisme. J'ai même pas eu le temps de le faire dans ce livre, bien qu'il fût, que vous citez, bien qu'il fût assez gros, parce que j'avais voulu rentrer vraiment dans ce comparatisme. Là, il aurait dû être 4 fois plus gros, ce qui aurait été indécent. Mais par contre, ce sur quoi il faut insister, c'est que effectivement, ces systèmes de protection se sont bâtis dans le cadre d'ailleurs de ce que je crois il faut oser appeler un État national social, en se méfiant évidemment parce que ça n'a rien à voir avec le national-socialisme, mais ça veut dire que ces protections ont été construites dans un cadre national d'un pays qui pouvait être la France, l'Allemagne, etc., qui avait le pouvoir de contrôler les principaux paramètres de son économie, hein, et qui pouvait développer parallèlement des politiques sociales. Et donc, c'était ça, l'État-nation a été le socle historique qui a permis la construction de ce système de protection. Bon, force est de constater que ce n'est plus, mais ce n'est plus, d'ailleurs ça ne veut pas dire non plus que l'État-nation n'ait plus de pouvoir, voilà, mais il n'a plus ce pouvoir-là. Et d'ailleurs, je crois qu'on en a eu un exemple concret lorsque, en France, les socialistes sont arrivés au pouvoir, hein, après l'élection de François Mitterrand en 1981. Bon, le premier gouvernement socialiste de Pierre Mauroy a voulu reprendre cette politique qui était d'ailleurs en même temps, parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais ça reposait aussi sur des politiques keynésiennes de relance, etc. Et ça s'est cassé la figure. Et ça s'est cassé la figure dans une grande mesure parce que déjà, on était à l'époque où il y avait des échanges internationaux importants qui faisaient que ce contrôle de l'économie par l'État ne fonctionnait plus. Et depuis, il y a effectivement eu des progrès de l'européanisation et au-delà de la mondialisation, ce qui semble impliquer que l'existence d'une instance transnationale de régulation est nécessaire. Et donc qu'il devrait y avoir quelque chose comme une Europe sociale, et même, mais peut-être, alors là ce serait encore plus utopique et à plus long terme, bon, aussi des instances assez fortes de contrôle, même et de régulation au niveau mondial. Bon, ça, je crois que c'est une exigence qui découle de l'analyse que l'on peut faire aujourd'hui de la situation. Malheureusement, cette Europe sociale, elle est bien pâle, hein, et la question qui se pose d'ailleurs, puis je crois que c'est un des enjeux qu'il y a derrière justement les polémiques, les divergences autour du référendum. Bon, c'est vrai que elle est bien pâle, j'allais dire, elle n'est pas complètement inexistante, et la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'il y a la possibilité d'un processus de son développement? Et donc, parce qu'il y a aussi ça, j'allais dire, l'histoire, elle va pas vite. On peut le regretter. Nous avons des impatiences. Et elles sont légitimes, mais elle risque d'être déçue si elle demande des résultats immédiats. Si on prend
la situation du prolétariat ou de la classe ouvrière. Par exemple, bon, on serait aujourd'hui en 1835. On ne pourrait faire qu'une peinture catastrophique des questions sociales, hein, sur la base de ce qu'était la condition prolétarienne des débuts de l'industrialisation. Bon, finalement, le prolétariat ne s'en était pas mal tiré. Hein, il était devenu la classe ouvrière avec un certain nombre quand même de droits de protection. Il s'était inscrit dans la société salariale, etc. Bon, il n'avait pas pris le pouvoir. Bon, mais il avait considérablement gagné, et cela, ça a pris à peu près un siècle. Alors, je ne dis pas, évidemment, qu'il faille attendre un siècle pour qu'il y ait une Europe sociale, et peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être que dans un siècle ce sera pire, mais aussi, et c'est un peu frustrant, hein, je crois que il faut essayer de penser dans la longue durée. Mais ça nous prend toujours à contre-pied, parce que bon, aujourd'hui, il y a des urgences, il y a des impatiences, etc. Mais en même temps, d'un point de vue d'analyse, je crois qu'il faut peut-être s'y efforcer. Et par rapport à l'Europe sociale, je pense que personne, à moi, non, je crois personne, s'il est sincère, ne peut dire aujourd'hui si elle va vraiment exister, parce que aussi ça dépend de tas de variables, etc. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que le pari, il doit être pris de ce côté-là quand même, parce que si elle n'existe pas du tout, eh bien, là, ce sera certainement pire. Hein, parce que effectivement, comme on ne peut plus revenir à l'hégémonie des États-nations, donc ça risque d'être dans ce cas effectivement la concurrence de tous contre tous, ou de tout, et puis la loi du plus fort, etc. Mais je m'excuse, mais je peux pas être plus précis, mais je pense que ce serait pas honnête de faire semblant de l'être, quoi. Enfin, en tout cas. Pensez-vous que ce manque de citoyenneté sociale que vous décrivez puisse avoir comme remède une alternative politique, alors qu'une société que peut-être on pourrait qualifier de duale puisse trouver une réponse dans la rupture, alors que paradoxalement il y a un retrait de la sphère politique? Oui, alors, enfin, je suis pas sûr d'avoir bien compris, parce qu'en même temps, il y avait une question de micro d'ailleurs, parce que le micro, c'est pas qu'il était pas fort, mais il y avait des vibrations. Vous voyez, en un mot, résumer votre question. Je voulais savoir si, en fait, la société qui laisse de côté une partie de la population puisse entraîner une rupture politique, comme par exemple dans la lignée des politiques marxistes. Ah oui, c'est bon. Oui, mais trop rapidement. Enfin, vous avez quelque chose comme une démocratie, c'est pas inscrit dans le ciel des idées. Un régime démocratique, c'est un régime fragile, vulnérable, et qui a besoin de conditions minimale sociologique d'existence. Par exemple, bon, dans des sociétés clivées entre des groupes sociaux comme, bon, pour prendre l'exemple limite, mais entre une société dans laquelle il y a des maîtres et des esclaves, mais même une société où il y avait des seigneurs et des serfs, même, je crois, les sociétés comme au début de l'industrialisation, où il y avait des prolétaires et des patrons, par exemple, ils ne formaient pas véritablement une société. Que, par exemple, au début du XIXe siècle, il y avait pratiquement rien de commun
entre ce que pouvait être la vie d'un prolétaire, par exemple, je sais pas, en termes à la fois de consommation, de droit, sous n'importe quel registre, et celle de son patron. C'était deux univers, et ça ne pouvait pas constituer une démocratie. C'est pour ça que je crois que Marx avait raison dans sa critique. À ce moment-là, la démocratie, elle était formelle. Bon, il y avait un certain nombre de droits, comme ça, un petit peu abstraits, qui n'étaient pas négligeables peut-être, mais c'était pas véritablement un régime démocratique. C'est pour ça que, je crois, c'est pour ça que j'ai repris d'ailleurs cette expression de société de semblables. Une démocratie, ça repose sur des pieds, si je puis dire, des pieds. Et quels sont ces pieds? Eh ben, quels sont les supports démocratiques? C'est pas seulement, justement, des biens. C'est pour ça que je crois qu'il faut distinguer égalité droit ou égalité protection. C'est pas seulement des questions donc de répartition des richesses, d'égalité. C'est un certain nombre de ressources, certes matérielles, mais aussi de droits de base que tout le monde partage pour pouvoir faire société avec les autres. Et je crois que c'est ça en même temps, et c'est pour ça que c'est lié le terme, enfin le versant politique et le versant social, protection sociale, ces droits fondamentaux de base, qui d'ailleurs ne sont pas en nombre infini, parce que bon, ce que j'essaye de présenter là, c'est pas une conception inflationniste de la protection sociale, en particulier à travers un rôle hyper redistributeur de l'État, etc. Mais je crois qu'il y a effectivement peut-être 4 ou 5 droits sans lesquels, effectivement, on n'appartient pas vraiment à la société. Je dirais, par exemple, sans prétendre faire une énumération exhaustive, mais par exemple, le droit d'être soigné lorsque l'on est malade. Bon, ça doit être un droit inconditionnel. Ouais. Bon, le droit au logement, sans doute, parce que on peut pas vivre un peu comme un citoyen dans une société comme l'autre s'il n'y a pas ce minimum de base d'habiter un espace un petit peu décent. Le droit, sans doute, aujourd'hui, justement, a une véritable formation ou éducation permanente pour pouvoir, justement, assumer d'une manière positive ces changements incessants, en particulier dans l'ordre du travail, mais seulement pas dans l'ordre du travail. Bon, il y aurait comme ça, bon, peut-être 4 ou 5 droits de ce type, bon, qui sont, je crois, les conditions nécessaires soit d'une société de semblables, soit en termes politiques d'une démocratie. Autrement, et le risque est réel, je crois, de glisser vers un autre type de régime politique. Ça marche. Pour combattre cette insécurité dans la flexibilité actuelle du travail, le MEDEF ne semble pas avoir une imagination débordante. Qui? Le MEDEF. Ah, le MEDEF. Ni les syndicats d'ailleurs. Faudra-t-il encore demander à l'État d'avoir cette imagination? Ben, écoutez, est-ce que c'est lui qui va être l'acteur principal? Probablement. Ben, je crois qu'au moins le MEDEF, ou en tout cas M. Seyer, a beaucoup d'imagination. Enfin, ou en tout cas, il voit très bien où il veut en venir. Et justement, je crois que c'est une version justement de l'acceptation et même on peut dire de l'apologie de la flexibilité. Ce qu'il ne voit pas, mais s'il le voit, parce que je pense pas qu'il lui manque le QI pour le voir, simplement, il n'a pas à le dire, c'est pas son intérêt, etc. C'est que, effectivement, cette instrumentalisation qu'il fait de la flexibilité, c'est
évidemment un usage partisan au sens propre du mot, c'est-à-dire c'est vrai que si on pose comme impératif catégorique que l'objectif c'est l'enrichissement ou la productivité ou la compétitivité à n'importe quel prix, c'est normal de développer un discours unilatéral qui est celui du MEDEF. Par contre, il me semble que pour les syndicats de salariés, c'est plus difficile. D'abord parce que quand même, surtout en France, mais les syndicats sont dans un rapport de force très défavorable, à la fois, parce que comme vous le savez, le taux de syndicalisation est faible, que en plus il y a des syndicats qui passent une partie de leur temps à être plutôt en concurrence les uns avec les autres, ce qui encore affaiblit leur faiblesse, si je puis dire. Et puis même au-delà de ça, c'est difficile moi je pense profondément que aujourd'hui il faut des réformes, que, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, ce serait un combat d'arrière-garde, sans doute, et à la limite suicidaire, de s'accrocher à la forme des protections telles qu'elles se sont constituées dans un autre contexte historico-social qui était celui, disons, du capitalisme industriel pour aller vite. Ça, on peut le comprendre. Mais en même temps, et je pense que les syndicalistes non plus ne sont pas débiles, même si on le comprend, c'est dangereux d'entrer dans les réformes, parce qu'on risque de lâcher la proie pour l'ombre. Surtout quand on est dans un rapport de force défavorable, en plus sous la menace du chômage de masse, etc. Et de dire, c'est vrai, le statut de l'emploi, on peut pas le conserver sans doute dans le formol, mais on va pas non plus brader ce qu'on a encore. Donc, je crois que c'est une critique, par exemple, du syndicalisme est à la fois facile, mais risque d'être injuste, parce que la situation est non seulement compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais dans une conjoncture qui actuellement est défavorable au syndicalisme en particulier, mais aux salariés en général, et où aussi il y a un certain nombre de confusions autour de cette notion de réforme. Parce que c'est vrai, tout le monde dit aujourd'hui qu'il faut réformer. Simplement, il y a quelque chose qu'aujourd'hui, il y a un réformisme de droite, ce qui est assez récent et assez paradoxal. Parce que le réformisme, ça a été historiquement une position de gauche. Une position de gauche certes modérée, pas révolutionnaire, etc., mais soucieuse, justement, d'obtenir ces contreparties au fait d'accepter le marché et le capitalisme. Et d'ailleurs qui avait assez bien réussi, de telle sorte qu'il y avait comme ça ces protections et ces droits assez forts que j'ai évoqués tout à l'heure. Et à partir où finalement on pourrait dire un réformisme d'inspiration socialiste avait relativement réussi, il peut y avoir un réformisme de droite ou libéral dont l'intention justement est de démanteler ce système de réforme. Et au nom justement du marché, par exemple, M. Seyer, c'est pas pour le prendre nominalement, en tant que responsable du MEDEF, c'est ça. Essayer de détricoter ces systèmes de protection pour laisser le libre champ au marché. Alors, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que certes, il faut faire des réformes, donc être réformiste, mais il y a réforme et réforme. Et comment distinguer les réformes libérales ou de droite et des réformes de gauche avec ou sans guillemets? Moi je pense que au niveau en tout cas de l'analyse,
c'est assez clair pour se repérer. Je crois que le réformisme de droite se reconnaît à ce qu'il milite justement pour démanteler ce système de droits sociaux et de réduire, pour ne pas dire à la limite supprimer, le rôle de l'État social. Tandis que un réformisme, disons, de gauche, enfin, ce serait celui qui se donnerait pour objectif de redéployer ses protections, ses droits, et aussi les manières d'intervention de l'État social, en les conservant, mais en les adaptant à la conjoncture actuelle très différente et justement dans le sens de la mobilité, de l'individualisation, etc., que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais en même temps, effectivement, c'est plus difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Et on connaît, c'est pour ça que, y compris vis-à-vis, par exemple, des syndicats ou même certains hommes politiques, j'essaye, peut-être, donc là je suis trop prudent, mais la critique, elle est facile, je crois. Hein. Et seulement il y a une logique, je crois, de l'action politique, de l'intervention politique, qui est différente du diagnostic sociologique. Et je crois, bon, en tant que sociologue, moi, je veux dire, mon boulot, je crois que c'est à peu près ça. On peut essayer de faire de mieux ou de moins mal, c'est d'essayer de faire des diagnostics aussi précis, aussi justes que possible de la situation, bon, de soumettre ces analyses, enfin d'en dégager éventuellement les implications, les enjeux qu'elles recouvrent, mais ça donne pas l'autorité, je crois, pour se prendre pour un juge de l'action politique ou syndicale. En tout cas, moi, c'est un rôle que c'est une prétention que je me suis toujours refusée. Alors, il y a une question qui est arrivée par la poste, je veux dire. Quel coût, entre guillemets, quel coût psychique pour l'individu et son entourage lors d'un parcours professionnel discontinu et diversifié. Alors, d'une part, bon, je ne refuse pas de répondre, d'essayer, mais bon, d'abord, enfin, je suis pas psychologue, et je crois pas, ne serait-ce que, j'en ai aucun mépris, mais comme on peut pas tout faire à la fois, je pense une analyse sociologique, mais plutôt entre parenthèses, à tort ou à raison. En tout cas, j'ai pas d'expertise pour aller très loin par rapport à la possibilité de répondre à cette question. Ceci dit, je pense que elle est importante parce que cette question des coûts est importante, et je crois d'ailleurs qu'il faut la généraliser, parce que la question porte, et ça a certainement un coût psychique, bon, le fait, bon, les discontinuités de parcours professionnel, bon, c'est une façon d'être dans l'insécurité. Et évidemment, cette insécurité a des effets psychiques, et je crois qu'actuellement, par exemple, il y a beaucoup de psychiatres qui sont concernés par justement cette sorte de nouvelle pathologie, ou en tout cas l'aggravation de certaines pathologies qui se développeraient comme les effets de ces transformations de l'ordre du travail, en particulier justement ceux allant dans le sens de la discontinuité, c'est-à-dire justement de l'incertitude. Je crois que derrière ça, finalement, ce qu'on appelle la précarité, il y a aussi, enfin, une des façons de nommer ça, hein, c'est l'incertitude, ce qui veut dire l'incapacité à maîtriser l'avenir. Et cela, c'est angoissant. Et donc, bon, il y a donc ces coups psychiques que je suis personnellement incapable
d'analyser de près. Et je pense en même temps qu'il faudrait aussi généraliser la question parce que même tous les parcours professionnels ne sont pas discontinus. Il y a aussi un autre phénomène important que observent seulement les sociologues, mais les analyses du travail, c'est l'intensification des tâches de travail. Hein. On est plus, c'est plus sous les formes du taylorisme, mais l'intensification au sens où les nouvelles formes d'organisation du travail exigent apparemment de plus en plus d'investissement, de plonger dans le travail, y compris la coupure des temps de hors travail et le travail, ça se mélange de plus en plus. Et il y a par exemple une littérature anglo-saxonne abondante autour du thème de ce qu'ils appellent le burn-out, hein, le fait d'être brûlé, d'être grillé par justement des charges de travail tellement intenses que ça pompe littéralement les individus. Et ça, c'est pour ça aussi la question, elle peut être plus large que simplement la discontinuité, parce que c'est une pathologie du travail que l'on observe, y compris dans des situations, c'est pas nécessairement du travail précaire, c'est pas nécessairement du travail sous-qualifié, ça peut être des cadres, des gens qui ont une position forte, apparemment forte dans le monde du travail, et qui sont brûlés en même temps. Donc, et d'ailleurs, de ce point de vue, je crois que si la personne qui a posé la question, ça l'intéresse particulièrement, je crois que là-dessus, il y a de plus en plus d'ailleurs des analyses nombreuses et intéressantes. Je pense par exemple, en tout cas c'est un des premiers qui est assez reconnu, le livre de Christophe Dejour, par exemple, Souffrance en France, là qui analyse entre autres justement ce secteur-là, qui serait éventuellement une réponse plus précise à votre question que celle que moi je peux donner. Vous avez parlé tout à l'heure de ce qui assurait la sécurité des gens, et vous avez oublié l'information. L'information qui est en train de se regrouper et qui empêche d'être citoyen, donc d'être. Mais autrement, le développement du capitalisme n'est pas contesté en tant que pouvoir beaucoup. On ne parle nulle part du pouvoir. Qui a le pouvoir ? Quand les usines se décentralisent en Asie, pourquoi elles ne se décentralisent pas en Afrique? Or, il y a sûrement des raisons, des gens qui choisissent ces développements vers des pays où ça correspond à l'exploitation de la main-d'œuvre maintenant. Il est plus facile d'organiser des sociétés asiatiques autour du travail taylorisme, alors que la société familiale de l'Afrique ne le permet pas. Je posais cette question à un député, enfin un ancien ministre de la région. Il me disait que l'Afrique, c'est parce qu'elle a été pompée au niveau de ses cadres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre pour encadrer ces gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait poursuivre. Je crois que vous avez raison et je partage votre point de vue. Bon, simplement, pour sortir de généralité un petit peu abstraite, il faudrait justement analyser les situations telles qu'elles sont, comparer par exemple, effectivement, de ce point de vue-là, ce que, par exemple, l'Inde et le Sénégal, je dis ça comme ça, parce que c'est vrai que l'Inde, était et est encore d'ailleurs un pays très pauvre, que on pourrait justement traiter ou qu'on aurait pu traiter de sous-développé. Il semble qu'il y ait
une sorte de décollage relatif, évidemment, de l'Inde. Bon, l'Afrique, c'est certainement plus difficile. Alors pourquoi? Alors là, il faudrait faire des analyses plus précises. Et là, aussi, je suis incapable de faire. Il y a eu à la fois certainement le poids du colonialisme, sans doute aussi des éléments culturels, etc., qui font ces différences. Je liais ça à un problème. C'est pour ça que je vous parlais de l'information. L'OIT a sorti une belle analyse de la société avec l'informatique, avec les mouvements, les transports, l'amélioration des transports et tout ça. Et ce rapport n'a pas du tout eu de développement dans la presse. On n'en a pas su du tout ce qu'il a été dit. Or, il semblait avoir un accord patronat et organisation syndicale plus personnalité qui mettait en place une régulation de la mondialisation. Enfin, pas globalement, mais au moins dans la partie travail. Oui, alors là, on parlait tout à l'heure, on disait un mot en tout cas, de l'Europe. Si on regarde, on pose la question au niveau mondial, c'est encore plus difficile et c'est encore pire. Parce que quelles sont les instances transnationales actuelles? Je crois qu'il y a pour l'essentiel le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, bon, c'est-à-dire quand même un type de... On peut dire que c'est des régulations, mais c'est des régulations qui se font essentiellement au nom du marché et de sa sauvegarde. Il y a peut-être d'ailleurs une instance internationale qui a des soucis ou des objectifs, on peut dire, sociaux du côté du travail, c'est le BIT, hein, le Bureau international du travail, qui est conscient d'un certain nombre de questions du type dont on parlait ce soir, mais force est en même temps de reconnaître que le poids du BIT est très faible par rapport à celui que peut avoir la Banque mondiale ou le FMI. Donc là, il y a une carence et si vous voulez, il y a une espèce de paradoxe, je crois, aujourd'hui. Hein. C'est que c'est vrai que les problèmes sont de plus en plus internationaux et de plus en plus mondiaux. Mais c'est vrai aussi que les pouvoirs et les instances de légitimation politique restent encore essentiellement nationaux. Et c'est dans le cadre de la nation, y compris d'ailleurs pour éventuellement envoyer des députés au Parlement européen, etc. Mais c'est dans un cadre national que continue, je crois, encore aujourd'hui à se jouer essentiellement le politique, ou en tout cas la reconnaissance du politique, la légitimation du politique, alors que les questions deviennent de plus en plus non nationales, transnationales, européennes, mondiales, etc. Et là, il y a une espèce à la fois, je crois, de paradoxe et de difficulté, et évidemment qui a des conséquences extrêmement fâcheuses. Et alors, là encore, c'est la question qu'on a abordée comme ça à propos de l'Europe. Bon, est-ce qu'il s'agit d'un moment transitoire, enfin qu'il va progressivement s'instituer ces instances transnationales de régulation? Eh bien, j'allais dire, souhaitons-le, éventuellement d'ailleurs travaillons un peu pour que ça aille plutôt dans ce sens-là, mais c'est plein d'interrogations et plein de pointillés. J'avais une question en fait par rapport au. Enfin, vous aviez soulevé le problème de la souffrance. C'est la dernière question, alors, si vous voulez bien. La dernière. Hein. D'accord.
Oui. Ouais, c'était par rapport en fait à votre au moment où vous parliez de la souffrance par rapport au travail, notamment vous faisiez allusion à la souffrance des cadres notamment. Et j'aurais voulu savoir à partir de quel moment on est passé justement d'un rapport de lutte. Vous faisiez allusion au prolétariat tout à l'heure aussi, à la volonté à un moment donné d'une classe sociale de vouloir se défendre contre la domination. À partir de quel moment justement on est passé de ce rapport de lutte à ce rapport de pathologique à la domination, justement? Oui, alors c'est une question compliquée. Moi, il me semble, en plus, je suis pas expert dans ce registre de questions, mais il me semble que les gens risquent ils risquent d'autant plus de tomber dans la pathologie, dans le malheur, etc., qu'ils tombent dans l'isolement. Et ce qui, sans doute, peut expliquer, du moins en partie, sans doute monter comme ça, une sorte de pathologie du travail, c'est que en même temps, un plus en plus grand nombre de travailleurs, par exemple, sont laissés à eux-mêmes, et eux-mêmes dans ces situations inconfortables, précaires, etc. Parce que, faut pas non plus idéaliser après coup des situations. Bon, la situation du prolétariat et même de la classe ouvrière, elle a été dure, et c'est un euphémisme, hein, et travailler à la mine et travailler dans la métallurgie, c'était, le moins qu'on puisse dire, c'était pas marrant. Mais il y avait une chanson d'ailleurs que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, et en même temps je l'aime encore. C'est une chanson d'Yves Montand qui s'appelle, je crois, Flâner sur les grands boulevards. Hein, et c'est la chanson, alors peut-être, rassurez-vous, je ne vais pas vous la chanter, mais autrement vous partiriez encore plus vite. Mais c'est un petit prolo, un jeune ouvrier comme ça qui va se promener sur les grands boulevards. Et alors il évoque comme ça, le travail est dur, et puis par contre, il a fait son travail et il sort du boulot. Et il est un homme libre. Alors, il va voir les copains, il regarde les filles, il va boire les pots au bistrot, etc. Il a en même temps un sentiment de liberté. Bon, à la fois, il a gagné durement sa vie. Il a aussi gagné son autonomie. Il peut dire merde au patron d'une certaine manière. La chanson laisse entendre qu'il doit être syndiqué. Enfin bon, il n'est pas complètement machin. Et je crois qu'il y avait dans ces formes comme ça d'organisation collective du travail, c'était pas le paradis, etc., mais aussi des solidarités, des formes de bonheur, d'équilibre, etc., qui étaient compatibles avec une vie très dure. Et ce qui doit être plus dur aujourd'hui, en tout cas dans des formes nouvelles d'organisation du travail, c'est que non seulement on est pompé, on est éventuellement harcelé, mais en même temps très souvent on est isolé, et ça doit être encore pire. Mais encore une fois, c'est à moitié des impressions que je livre, et parce que je suis pas, j'ai pas travaillé de près ces questions-là. Voilà, bien, nous remercions M. Castel pour son intervention. Il ne s'est pas contenté bien de faire un constat de l'insécurité sociale actuelle. Il nous a aussi ouvert quelques pistes d'avenir. Alors bien, l'association La Liberté de l'Esprit est en train de préparer actuellement le prochain cycle de conférences pour 2005-2006. Vous recevrez des précisions par le courrier ou bien par les journaux. Je vous souhaite un bon été.